Bonjour, je reçois aujourd'hui son Excellence Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d'Allemagne en France. Bonjour. Bonjour. Alors merci déjà de nous accueillir ici à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Le premier thème que nous souhaitions aborder dans cet entretien, c'est l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier depuis presque un an et demi maintenant. L'Allemagne a souvent été saluée en Europe pour sa gestion de la crise sanitaire. Alors à l'heure où on enregistre cette émission, la situation semble se dégrader. De quelle manière l'Allemagne a-t-elle appréhendé les différentes prises de décision liées à cette épidémie À l'Union européenne. par rapport à l'Allemagne? L'Allemagne, comment l'Allemagne a géré en interne déjà l'épidémie de Covid-19? Oui, on a poursuivi en principe la même stratégie que la France, c'est-à-dire il faudrait tester, tracer, et puis Isolé. isoler et traiter, n'est-ce pas? Donc on a eu des succès, mais on a eu aussi des problèmes jusqu'aujourd'hui. Donc les chiffres ne sont pas bons, c'est-à-dire on a poursuivi une stratégie de confinement, mais pour le moment la situation reste difficile en Allemagne. Justement, comme en France, il y a plusieurs facteurs, vous le disiez, qui rentrent en ligne de compte. L'aspect sanitaire, évidemment, mais est-ce que l'aspect économique et social est un facteur, un des premiers facteurs qu'on prend en compte avant de prendre des décisions? Ce sont plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Ce sont des facteurs tout d'abord sanitaires, c'est-à-dire il s'agit de sauver des vies, donc éviter les infections, mais évidemment le facteur économique joue également. Et c'est la raison pour laquelle on a pris maintes décisions pour soutenir l'économie allemande dans une telle situation extrêmement exigeante. Que ce soit l'Allemagne ou la France, c'est des situations assez singulières car il n'y a pas que les pays qui gèrent leur crise actuellement, il y a aussi l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'Allemagne a assuré la présidence du Conseil de l'Union européenne de juillet à décembre dernier, en pleine crise. Une présidence tournante, je le rappelle, du Conseil de l'Union européenne. Quel rôle a joué l'Allemagne cette fois-ci au niveau de l'Union européenne? L'Allemagne donc a assumé la présidence. La tâche d'une présidence du Conseil de l'Union européenne est tout d'abord organiser le travail avec les institutions européennes et les 27 États membres, établir un agenda et travailler comme un intermédiaire honnête et essayer de trouver un compromis sur des questions difficiles comme par exemple la gestion de la crise pandémique, et c'est ce qu'on a fait pendant notre présidence. Est-ce que vous pensez que ça a été bien géré, en tout cas de juillet à décembre dernier? Donc on a essayé donc, vraiment de faire une contribution essentielle à une bonne gestion de la crise. À mon avis, il y avait des succès. Par exemple, pour la première fois, à l'initiative de la chancelière, donc les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis tous les 2 semaines pour discuter la gestion de la crise. On a développé une stratégie commune en ce qui concerne le dépistage. On a pris la décision d'acheter des vaccins ensemble. Il me semble que ça, c'était des mesures qui ont vraiment contribué à une gestion plus coordonnée parmi les 27 États membres. Et justement, est sorti de tout ça un plan de relance qui a été baptisé Next Generation Union européenne, qui a été approuvé en mai 2020. C'est un plan de relance qui est doté de 750 milliards d'euros. Alors, quelles ont été les différentes étapes de ce plan? Est-ce que ça a d'abord été proposé en commission? Est-ce que ça a dû ensuite être approuvé par le Parlement? Est-ce que ça a dû être aussi approuvé par chaque État membre par la suite? Oui, c'était la conséquence d'une initiative qui a été prise par la chancelière Merkel et le président Macron déjà au mois de mai l'année dernière. C'était déjà avant la présidence allemande. Donc les dirigeants ont formulé cette initiative d'un plan de relance qui en mois de juillet, a été adopté par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et à mon avis, c'est une initiative inédite. C'est vraiment une réponse exceptionnelle à une crise exceptionnelle, c'est-à-dire on a mis à la disposition de la communauté
750 milliards d'euros. C'est un montant énorme et il me semble que ce plan de relance peut vraiment faire une contribution essentielle à soutenir donc les États et les populations qui sont particulièrement affectées et touchées par la crise. Alors vous l'avez dit, ça a été initié par le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel. Mhm. Est-ce que justement la France et l'Allemagne ont été des pays moteurs dans la gestion de cette crise au sein de l'Union européenne? Absolument. Le plan de relance est un autre exemple qui démontre l'importance du moteur franco-allemand. Ce moteur franco-allemand est toujours indispensable pour arriver à une décision commune à Bruxelles, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre à bord tous les États membres de l'Union européenne. Mais est-ce que si demain la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, alors dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher? Ça sera difficile. Alors on parlait des 750 milliards d'euros, donc c'est le montant du plan de relance, vous l'avez redit. À quoi va servir cet argent et comment est-ce qu'il va être réparti au sein des 27 États membres? Je suppose que ça ne va pas être divisé par 27. Bon, et donc il y a un schéma, n'est-ce pas, pour distribuer ce soutien financier, mais le but principal est vraiment donner un soutien à ces États membres qui sont particulièrement touchés par la crise. Enfin, chaque État membre va profiter de ce soutien financier, mais c'est particulièrement pour les États membres qui ont des grands problèmes. En dehors de cela, ce plan de relance vise vraiment à des investissements dans les secteurs d'avenir, c'est-à-dire la santé, le numérique et le climat. Donc, il ne s'agit pas seulement de gérer la crise, mais il s'agit aussi d'un investissement dans l'avenir de l'Union européenne. Vous parlez de climat, justement. La protection du climat a été un des axes forts de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Quelles sont les priorités dans le futur pour le climat, justement? Pour le climat, on a décidé dans le cadre du pacte vert de l'Union européenne de réduire l'émission des gaz à effet de serre de au moins 55% d'ici jusqu'à 2030. Ça, c'est notre objectif. Et pendant la présidence allemande, on s'est impliqué en faveur d'une loi qui formalise ces objectifs. D'accord. Alors, vous parlez de 2030. L'Union européenne, elle, a indiqué que les objectifs vont jusqu'en 2050 pour réduire progressivement. Est-ce que déjà 2030, est-ce que 2030, c'est pas trop tard pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Il me semble que c'est déjà un objectif très ambitieux. Et donc, si nous arrivons à vraiment réduire l'émission des gaz à effet de serre de 55%, ce serait déjà un grand progrès. Alors, l'Europe, dans le monde entier, l'Europe, c'est quand même un des continents qui est devant, qui domine ces réductions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on se bat à l'échelle mondiale quand on est l'Europe pour dire, par exemple, aux Chinois, eh ben, en fait, il faut réduire les gaz à effet de serre, c'est important pour la planète, le réchauffement climatique. Notamment, on l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump qui était sorti des accords de Paris. Et ça a été une des actions fortes de Biden à son arrivée, de se remettre dans ces accords. Donc les accords de Paris sont absolument fondamentaux. Il y a un engagement de la Chine, par exemple, en faveur des accords de Paris. Et c'est un signal très important que la nouvelle administration du président Biden a déclaré qu'on a rejoint les accords de Paris. Donc ça représente une grande opportunité pour faire des avancées en ce qui concerne la protection du climat. Et en Europe, tous les pays se battent avec les mêmes armes pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes tous engagés de mettre en œuvre donc, les accords de Paris et en dehors de cela, les engagements que nous avons pris au sein de l'Union européenne. Et il est évident que l'Union européenne est vraiment un pionnier en ce qui concerne la prise des mesures en faveur de la protection du climat. Alors, je le disais, on en parlait au début de cet entretien. Le Covid-19, c'est quand même quelque chose dont on parle tous les jours depuis plus d'un an.
Cette épidémie a permis à l'Allemagne de réduire de 40% ses émissions de CO2 en 2020 par rapport à 1990. Alors c'est lié notamment, je pense, à une chute d'activité avec des secteurs comme ceux du bâtiment ou des transports. Mais l'Allemagne utilise actuellement des centrales à charbon, par exemple. Comment est-ce qu'on peut joindre tous ces bouts pour atteindre ces objectifs? Il y a tout un programme décidé par le gouvernement fédéral pour atteindre nos objectifs en ce qui concerne la protection du climat. Donc, on va abandonner le charbon comme source d'énergie jusqu'en 2038. On a pris des mesures en ce qui concerne l'assainissement des bâtiments, par exemple, soutien à l'électromobilité, prix pour le CO2. Ce sont tous des mesures qui visent vraiment à atteindre les objectifs climatiques. Et est-ce que vous sentez que le peuple allemand est derrière ces objectifs, pardon, et que notamment peut-être les jeunes ont envie d'avoir une planète plus bleue, si on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Il me semble qu'il y a une grande sensibilité du peuple allemand en ce qui concerne le réchauffement climatique et la nécessité vraiment de prendre des mesures. Et ça vaut notamment pour les jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui vraiment participent au Fridays for Future. Et ça démontre, à mon avis, que notamment, c'est bien compréhensible, les jeunes ont un intérêt particulier en ce qui concerne notre futur, aussi en ce qui concerne la protection du climat. Alors un dernier mot, je le disais au tout début, la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est une présidence tournante. Comment s'est fait la transition avec la Slovénie puis le Portugal actuellement, d'ailleurs, parce que c'est le Portugal qui assure la présidence jusqu'en juin. Comment s'est fait cette transition de l'Allemagne avec les autres pays européens? Oui, ça s'est passé très bien. Donc pour assurer une transition sans problème, on a inventé quelque chose ce qu'on appelle la présidence trio, c'est-à-dire ce sont les 3 présidences consécutives qui s'entendent sur un programme. C'est ce qu'on a fait avec le Portugal et la Slovénie pour faire en sorte que quand on vraiment poursuit un programme très clairement avec des objectifs très précis. Donc cette coopération avec les présidences suivantes, ça se passe très bien. Très bien. Merci beaucoup Hans-Dieter Lukas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ambassadeur d'Allemagne en France. Encore merci de nous recevoir ici. Merci beaucoup.